Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce dernier point de vue de la semaine avec un sommaire qui s'annonce passionnant et que vous allez pouvoir découvrir en images tout de suite. On va commencer évidemment avec le conflit de la SNCF après l'annonce par les syndicats de grève régulière à partir du 3 avril et jusqu'au 28 juin. Le gouvernement doit-il tenir bon? Vous nous donnerez votre point de vue. Nous parlerons aussi des 80 km/h, cette mesure controversée annoncée par le gouvernement qui doit entrer en vigueur le 1er juillet prochain. Il y a beaucoup de critiques, mais le gouvernement tient bon. A-t-il raison? Doit-il faire demi-tour? Nous en parlerons avec nos invités. Nous parlerons aussi de la droite et des Républicains. Doivent-ils s'allier avec le Front National? Les sympathisants républicains sont contre. C'est l'un des enseignements du sondage Odoxa d'Edsu Consulting publié ce matin dans le Figaro. Vous nous donnerez votre avis. Et puis nous parlerons de la lecture, puisque le Salon du Livre a ouvert. La lecture est-elle un plaisir éternel ou est-elle en danger? Est-ce que ça va devenir une activité de gens privilégiés face à l'envahissement des écrans? Vous nous donnerez là aussi notre point de vue. Nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Véronique Reissoul. Bonsoir Véronique. Bonsoir. Vous êtes directrice générale de Dentsu Consulting. Vous êtes aussi l'une des grandes voix d'Europe 1. Une excellente émission de nos confrères de la radio. Guillaume Bernard est là avec nous aussi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maître de conférence à l'ICES. Votre dernier livre, La guerre à droite, aura bien lieu. Le mouvement d'Extrogir. Maintenant, tous les habitués de point de vue savent ce que c'est que le mouvement d'Extrogir. C'est un déplacement vers la droite. Pour ceux qui auraient raté les épisodes précédents, a été publié chez Desclés de Brouwer. Perico Légas est avec nous aussi. Bonsoir Perico. Bonsoir. Vous êtes journaliste, bien sûr, critique gastronomique. Vous êtes le rédacteur en chef de la rubrique Vin et gastronomie de Marianne. Vous êtes l'auteur de À table citoyen, votre dernier livre, Pour échapper à la malbouffe et sauver nos paysans. C'est publié aux éditions du Cerf. Et comme vous venez de le voir, Marianne, cette semaine, publie en couverture « Ces despotes adorés, ils piétinent les libertés et pourtant leur peuple les soutiennent ». Et puis nous avons avec nous Karl Meus. Bonsoir Karl, qui est probablement le meilleur rédacteur en chef politique de la place de Paris puisqu'il travaille au Figaro Magazine. Et vous ne croyez pas que les compliments allaient être gratuits. Ce n'est pas le genre de la maison. Votre dernier livre, François Hollande, le président du temps perdu, a été publié chez Stock. On commence évidemment avec l'actualité du moment, l'annonce hier après-midi par les syndicats d'un mouvement de grève. Alors, ça va être un peu compliqué si vous n'avez pas tout suivi. Regardez le schéma qu'on vous a préparé. C'est le calendrier des prochains mois. Ça commence au mois d'avril et ça se termine fin juin. Et les chiffres en rouge, c'est ceux où vous avez intérêt à rester chez vous si vous vouliez prendre le train. 36 jours de grève. Tout ça est réglé comme les trains quand ils arrivent à l'heure, c'est-à-dire c'est 2 jours de grève tous les 5 jours. Malgré cette espèce de montée en tension avec l'annonce des syndicats, Elisabeth Borne, la ministre des Transports, trouve que c'est encore le moment de négocier, que rien n'est perdu. Et Laurent Berger, du côté de la CFDT, il n'est pas complètement en désaccord. Écoutez-les l'un puis l'autre. Le gouvernement ne cherche pas l'affrontement, ne cherche pas l'épreuve de force. Les syndicats disent 2 jours de grève tous les 5 jours. Moi, je dis négociation 7 jours sur 7. J'ai annoncé 2 mois de concertation. Il y a des sujets qui sont sur la table. Il faut discuter de ces sujets. Ce matin, on est le 16 mars. Ça laisse 15 jours, 3 semaines pour discuter. Discutons. Ouais, discutons. Et si ce sont vraiment des concertations, c'est quoi une concertation? C'est on écoute le point de vue de l'autre et on regarde comment on peut construire des propositions et des compromis. Donc le gouvernement, qu'il le fasse. Karl Meus, ce sont des postures ou des jeux de rôle, ce qu'on vient d'entendre là, ou est-ce que le gouvernement, c'est vrai, est prêt à discuter, ou le plan est déjà sur le bureau d'Emmanuel Macron et il ne changera pas? Le plan il est déjà sur le bureau d'Emmanuel Macron, mais on sait qu'il y a des éléments qui peuvent être discutés. On a entendu hier Gérald Darmanin dans l'émission politique qui a parlé notamment de la dette de la SNCF, les fameux 50 milliards. On a bien compris que ça, c'était quelque chose que l'État reprendrait à sa charge. Donc on va tous payer une partie de ces 50 milliards, si ce n'est la totalité. Mais on voit bien ce qu'a dit le ministre, c'est non mais ça arrive à la fin de la négociation. Donc ils font croire qu'aujourd'hui, mais là pour le coup personne n'est dupe, je pense, que pour l'instant ce n'est pas le problème. Mais ça va être réglé à la fin. Après, ce qui est quand même curieux dans les manifestations et dans ce qu'organisent les syndicats, c'est que les gens qui vont être dans la rue, ce sont les gens qui ne sont pas concernés par la réforme. Puisque le gouvernement l'a bien dit, il le répète, je parle sous votre contrôle, ceux qui sont aujourd'hui au statut des cheminots ne sont pas touchés par le changement de statut. C'est tous les nouveaux entrants. Donc à la limite, c'est ceux qui voudraient postuler à la SNCF qui devraient manifester, mais ceux qui sont aujourd'hui en charge
ils ne seront pas touchés. Véronique Reissoult, le gouvernement doit-il tenir bon? Qu'est-ce qu'on en dit sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'on sent un soutien de ce mouvement ou au contraire une forme de rejet? Non, on en avait déjà parlé il y a quelque temps ensemble. On va dire que globalement, les internautes et les Français sont plutôt pour la suppression du statut des cheminots. La question qui se posait plus, c'était finalement, c'est quoi cette réforme? Globalement, concrètement, ça veut dire quoi? Et quant au sujet de la grève, c'est pas tant qu'ils la soutiennent pas, mais ce magnifique calendrier que vous avez montré tout à l'heure, autant vous dire qu'il permet 2-3 détournements, 2-3 petites blagues à base de tiens, pour une fois, on est bien organisé, les choses ont l'air assez carrées. Et donc non, ils ne soutiennent pas une grève, même si pour autant, de nouveau, ça ne veut pas dire qu'ils sont contre les cheminots. C'est plus un sujet de comment est-ce qu'on va s'en sortir et comment les choses vont se dérouler exactement. Pierre Collega, si vous étiez ministre des Transports demain, est-ce que vous maintiendriez cette réforme? Est-ce que vous tiendriez bon? Je maintiendrai l'efficacité du service public et sa considération dans l'opinion publique. Ça, c'est une réponse de politique? Non, ça veut dire qu'il y a... Non. Donc ça veut dire qu'on n'a pas tout compris? Non, effectivement, on est sur la réforme d'un statut professionnel, c'est une négociation sociale. Effectivement, on peut considérer que... Attention, les cheminots sont des gens qui ont une activité particulière et ce sont quand même des salaires très faibles. Qu'il y ait un statut particulier dans certains cas pour certaines missions, je le comprends, puis il y en a d'autres qui sont abusives. Non, c'est est-ce que la SNCF va rester le train des Français et est-ce que les régions qui en ont le plus besoin, qui justement sont quelquefois des territoires un peu excentrés, ces petites lignes secondaires qui à un moment donné devaient être supprimées, et le Premier ministre a dit qu'il revenait dessus, c'est ça. Est-ce que la SNCF reste la Société nationale, j'adore les mots, moi, le français, Société nationale de chemin de fer français, ou alors elle change de nom, elle marque réseau ferroviaire. S'ils doivent se comporter comme un réseau privé, et c'est un peu ce qu'on entend dans les mots du président de la République, on va en faire une ligne efficace, une ligne libérale, le libre-échange, ça serait une catastrophe. Oui. Et là, les Français ne soutiendront pas la réforme. Alors ensuite, est-ce que les grèves commenceront à l'heure et finiront bien à l'heure prévue? Ça, c'est un logiciel qui, effectivement, fait partie des blagues qui sont... Mais moi, c'est important, c'est une réforme très importante. La SNCF, c'est une institution sacrée, c'est la fonction publique qui est l'honneur de la République. Voilà, j'espère que le gouvernement ne touchera pas à cet aspect-là. Or, comme ce sont quand même des financiers, au départ, la logique, elle est financière. C'est un peu un procès d'intention quand même, là, parce Oui. qu'ils ont dit, Oui, on ne la ça. privatisera pas, 2, on ne fermera pas de ligne. Bon. Donc vous devriez être rassurés. Oui, mais ces gens-là nous ont tellement habitués, eux ou d'autres, à ne pas faire ce qui était convenu ou d'adapter ensuite, voilà. Quant aux syndicats, on voit bien que c'est un corporatisme. Là, c'est là où le maximalisme de la CGT, c'est un corporatisme. Ce n'est pas l'intérêt des usagers, c'est l'intérêt statutaire de gens qui ont une prébande. Alors qu'effectivement, comme l'a dit Karl, ça concerne les générations à venir. Ou alors ils font preuve d'une immense solidarité et ils sont soucieux de l'avenir de ceux qui ne sont pas encore engagés, ce qui est tout à leur honneur. Là, pour l'instant, eux ne sont pas menacés, donc ils auraient beau jeu plutôt de se focaliser sur est-ce que le train continuera à déplacer les Français. Guillaume Bernard, on tient bon Oui, je crois que là, sur ce sujet-là, l'opinion publique est plutôt du côté du gouvernement, parce que d'un côté, il y a une surprotection de certains, et de l'autre côté, évidemment, il y a toute une partie de la population qui connaît une précarisation croissante, je dirais, de leur situation. Précarisation, ça ne veut pas dire simplement, je dirais, les CDD, ça veut dire aussi, tout simplement, les personnes qui ont du travail, mais qui sont obligées de produire un surtravail pour conserver leur travail. Donc, par conséquent, dans la situation globale, vraisemblablement, l'opinion publique est véritablement derrière le gouvernement. Le problème, c'est que, de la même manière qu'un train peut en cacher un autre, une réforme peut en cacher une autre. Hein. Et donc, par conséquent, effectivement, moi, je rejoins parfaitement, je dirais, l'inquiétude qui consiste à dire que derrière, je dirais, la question du statut des cheminots, il y a le maillage du territoire, il y a le service public qui peut être, dans certains cas, exercé sous forme de régie, dans certains cas, exercé sous forme de délégation de service public, mais il y a la question du service public, de l'aménagement du territoire et de la possibilité, je dirais, qu'il y ait effectivement des transports collectifs ferroviaires partout en France, qui est véritablement en jeu. Oui, juste, Édouard Philippe a dit, mais non, on ne touchera pas aux lignes secondaires. Non, elles vont être transférées aux régions. L'État s'en débarrasse bien. Et c'est les régions, les collectivités territoriales locales qui devront les prendre à leur charge. Avec quel financement? Là aussi, double langage. Ça veut dire quoi? Alors, comme chaque jour, vous êtes évidemment invité à donner votre point de vue. Cette émission est interactive, vous le savez. Ça se passe sur Facebook, sur Twitter, hashtag point de vue. Hashtag Figaro Live. Alors, on a des réactions de One Shout qui nous dit le but final est de privatiser comme le préconise l'Union européenne, tandis que Lionel nous dit le gouvernement doit rester ferme face aux syndicats sans aucune hésitation et revoir les privilèges des cheminots et de certains
de certains cheminots et de leurs familles. On imagine que Lionel fait allusion aux billets gratuits. Karl Meeus, est-ce qu'on peut penser qu'il y a une espèce de calendrier caché du gouvernement, c'est-à-dire qu'il peut avoir des arrière-pensées qui ne donnent pas forcément, ou bien ce serait politiquement trop risqué? Mais au fond, c'est exactement la bataille de communication qui s'engage depuis le début de l'annonce de cette réforme. Si le gouvernement n'arrive pas à démontrer qu'il n'a pas cet agenda caché, s'il n'est pas cru quand il dit « on ne va pas privatiser », s'il n'est pas cru quand il dit « les petites lignes, c'était dans le rapport, mais ce n'est pas dans la réforme », à ce moment-là, la bataille de l'opinion est perdue et, comme le disait Véronique Reitzhout, l'opinion peut aussi basculer si l'opinion publique prend fait et cause pour les cheminots, ce qui s'est passé en 1995, cette espèce de grève, ce qu'on a appelé une grève par procuration. Si à l'inverse, ils arrivent à démontrer, attendez, non, on ne va pas privatiser, ce n'est pas du tout le calendrier de ce gouvernement. Nous, ce qu'on veut, c'est faire les réformes. Emmanuel Macron a été élu pour faire des réformes. Pour le coup, celle-ci, qui n'a pas pu être faite avant, elle va être emblématique. S'ils arrivent à convaincre les Français qui tiennent bon là-dessus, qui font la réforme, et qu'à l'inverse, les cheminots défendent un statut, alors même d'ailleurs que ce statut n'est pas remis en cause pour ceux qui manifestent, là, ils peuvent faire basculer l'opinion en faveur. Véronique, est-ce que l'importance qu'ont les réseaux sociaux maintenant dans la vie publique change la donne pour la façon dont est ressentie une grève, comme peut être la façon dont on peut ressentir une panne? On se souvient de l'énorme bruit qu'il y a eu après les grandes pannes des gares parisiennes. Alors elle change deux choses. La première, c'est que ça permet de s'organiser. Ça permet aux uns et aux autres de se donner des consignes, de se retrouver, de mobiliser des courants. Donc ça, c'est la première des choses. Et la deuxième, c'est que, en fait, tout le monde ne s'exprime pas sur les réseaux sociaux, mais presque tout le monde y va, lit, regarde, s'intéresse. Et ce qui est compliqué avec les réseaux sociaux, on n'aura pas forcément le temps là, mais c'est que souvent, vous regardez toujours les mêmes personnes et les mêmes filtres. Ce qui donne d'ailleurs souvent, quand on écoute les journalistes qui vous parlent de Twitter, ils vous parlent de gens qui sont sur leur timeline, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont représentatifs de la réalité de ce qui se passe. Et donc, en fait, ce qui est compliqué, c'est d'aider à ce que on ait une vision plus globale de ce que dit l'opinion en soi. Et donc, quand on la traite de façon massive, on voit qu'effectivement, les uns et les autres vont s'informer. Et sur le sujet de la SNCF, c'est un des sujets les plus moins que le foot, mais c'est un sujet qui est quand même très traité sur les réseaux. Et dès que vous êtes en retard, vous allez regarder, vous informer. C'est une façon de savoir pourquoi. Il y a eu moult grèves qui ont été expliquées ainsi. Et regarder les réseaux sociaux de façon globale, c'est justement l'un des métiers d'Enso. C'est pour ça qu'on est heureux que vous soyez sur ce plateau. On vient de revoir le tableau. Oui. Alors on va revoir ce magnifique tableau. Le mois de mai, j'ai calculé entre les jours de grève et les ponts, c'est pas la peine de venir. Alors là, on va faire. Non, au contraire. On va faire 30 avril, 1er juin. Je pense qu'on va gagner du temps. Aux investisseurs étrangers, restez chez vous tranquillement. C'est hallucinant, là. Celui-là, sur les réseaux sociaux, pour le coup, il est. Alors, les uns et les autres, il y a ceux qui se donnaient des consignes sur comment poser ces RTT de façon habile. C'était assez rigolo. Le gréviste oubliera de faire la grève en disant c'était marqué quand même. On te l'a marqué, t'as oublié. Il y a quand même un enjeu sur la question, je dirais, de cette organisation de la grève. C'est est-ce que l'opinion publique et les Français vont se sentir pris en otage ou non par des gens qui sont privilégiés et par des gens qui, effectivement, encore une fois, ne sont pas directement concernés par la réforme. Tout de même, il y a un élément aussi que l'on voit dans le discours qui est tenu, c'est qu'à la fois, il y a une volonté de la part des syndicats de rentrer en conflit avec le gouvernement en laissant, je dirais, soupçonner un plan B, mais on n'est quand même plus véritablement avec un syndicalisme révolutionnaire. L'idéologie de la grève, le mythe de la grève générale, ça n'existe plus. On est quand même avec des syndicats quand même plutôt réformistes, mais le problème, c'est que 3 mois de grève comme ça peut effectivement se retourner contre eux. Oui. Alors, Lolo nous dit axer la réforme sur les privilèges des cheminots, c'est un écran de fumée. Le tout, c'est de privatiser nos chemins de fer. Donc, il est apparemment, lui, pense qu'il y a un plan B, un scénario caché. Et qu'est-ce qu'en pensent les internautes du Figaro? Je crois, j'en suis même sûr, que c'était la question du jour de savoir si le gouvernement devait tenir face aux grévistes. Eh bien, 86% des internautes du Figaro, ça fait quand même 24 000 personnes. Ce n'est pas un sondage, on est d'accord, mais c'est une réaction, disent oui, il faut tenir bon. Dans l'humanité, c'est le contraire. Dans l'humanité, c'est le contraire. Voilà. Est-ce qu'il y a autant de lecteurs? Voilà. Est-ce qu'il leur reste autant d'internautes? Je le leur souhaite, car je ne souhaite pas. Voilà, je souhaite du bien à tout le monde. Parlons d'un autre sujet à l'agenda gouvernemental. Il s'agit encore de transport, mais cette fois-ci sur la route. Les 80 km/h, il y a un certain nombre d'élus, de présidents de conseils départementaux qui disent mais plutôt que de mettre partout les 80 km/h, partout sur les routes secondaires du territoire,
laissez-nous faire, laissez les collectivités locales décider quelles sont les routes dangereuses et les autres. Mais le gouvernement reste inflexible. Écoutez, Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes publics, il était hier soir dans l'émission politique chez nos confrères de France 2. Il faut savoir être impopulaire lorsque l'on est responsable. Le Premier ministre est extrêmement courageux, parce qu'il sait que c'est une mesure impopulaire, mais qui sauvera des vies. Et ceux qui ont connu des difficultés avec les accidents de la route, qui nous écoutent, qui savent ce que c'est que quelqu'un qui est en fauteuil roulant parce que quelqu'un a roulé trop vite, ou qu'il a bu trop, ou qu'il a téléphoné au volant, savent que le Premier ministre a raison. Voilà, peut-être la question de fond, c'est justement celle-là. C'est qu'est-ce qui déclenche les accidents? Est-ce que c'est vraiment la vitesse ou est-ce que c'est pas plutôt les gens qui boivent trop ou qui téléphonent au volant? En tout cas, ce qui est certain, c'est que le Premier ministre reste droit dans ses bottes, comme disait l'un de ses prédécesseurs. Édouard Philippe était dans la Sarthe en déplacement aujourd'hui et il l'a confirmé il y a quelques minutes. Notre objectif, c'est de faire en sorte qu'il y ait moins d'accidents et que ces accidents soient moins graves. Pour ce faire, nous avons pris cette mesure. Elle sera applicable au 1er juillet 2018. Je m'y suis engagé. Et je suis déterminé à faire en sorte que cette mesure produise des résultats. Collègues, votre point de vue, car tel est le nom de l'émission sur ce sujet, le gouvernement doit tenir bon ou il doit... On ne peut pas faire marche arrière. Ou alors, ça serait vraiment le recul. On peut dire que la cohabitation a commencé entre l'Élysée et Matignon. Parce qu'il semblerait vraiment que ce soit une mesure, qu'Édouard Philippe se soit inventé, une mesure sur mesure, pour pouvoir porter un projet qui est un projet humaniste, qu'on va dire. Voilà, le problème, c'est qu'une fois de plus, on regarde le doigt au lieu de regarder la lune. Il y a un vrai problème qui n'a jamais été abordé, mais que je tiens quand même des auto-écoles. On donne le permis de conduire aujourd'hui de façon assez facile à des gens qui sont potentiellement très dangereux. Les débits de boissons, des boîtes de nuit, on sait qu'on donne à boire à même s'ils sont des adultes. On voit bien que ce n'est pas le vin, et c'est là où Mme Buzyn a dit une bêtise, ce sont bien des valeurs de boissons. Buzyn, la ministre de la Santé. La Santé qui avait dit que le vin était une industrie alcoolière. Voilà, non, il y a un alcoolisme en France qui tue, et c'est l'alcoolisme du samedi soir dans les boîtes de nuit, et surtout dans les victimes, les jeunes sont terribles. Donc il y a des vraies mesures à prendre. Alors elles sont pour le coup vraiment impopulaires. Rigoriser le permis de conduire, ne pas le donner, de mettre la barre beaucoup plus haut, limiter la consommation d'alcool. Et puis alors attendez, 80 km/h sur des voies uniques, ça veut quand même dire aux gens de la province, vous êtes des pecnos un peu attardés, autant nous dans les grandes villes avec nos grosses cylindrées, on peut rouler à 180, mais vous avec vos Clio et vos machins, les gueux, c'est un truc médiéval. On va vous réglementer. C'est ignoble, quoi. Le ministre Jacques Mézard, le sénateur du Cantal, Jacques Mézard, qui connaît bien ça, bon, il m'a dit c'est d'une connerie sans nom. Vous avez déjà roulé à 180 en ville? Non, il y a des gens qui roulent à 180. En ville? Mais avec les riches. Non, mais vous dites le citadin qui roule à 180. De temps en temps, vous en avez sur le périph'. Il faut être de gauche. Le pauvre, il roule à 80 parce qu'il a une petite voiture sans cylindrée. Alors que le riche, avec sa Maserati. Mais non, le Parisien, il roule à 30. C'est la lutte des classes qu'on roule avec cette 80. C'est la lutte des classes, Carl, qu'on roule. Le périphérique, il est limité à 70. Le Parisien, il roule moins vite. Demandez aux policiers parisiens le nombre d'excès de vitesse qui va sur le périphérique. Et ce n'est pas des gens de la province. Ils ne sont pas encadrés en 2 chevaux. Je cite des modèles anciens. Ceux qui grillent la limite de vitesse, c'est leur responsabilité. Toujours est-il que le périphérique est limité à 70 km/h. C'est-à-dire que le Parisien roule moins vite 70 que... 70, oui. Oui, c'est ça. Oui, c'est important de le savoir. Si jamais évolué, c'est vrai qu'il y a des encombrements, la vitesse est respectée. Je l'ai toujours constaté. Mais quand il n'y a pas d'encombrement, c'est pas toujours 70. De plus en plus d'endroits qui sont limités à 30 km/h. C'est-à-dire que ce débat province-Paris est totalement biaisé. On roule moins vite dans les grandes métropoles que en province. Alors, Guillaume Bernard, vous, on peut le dire, exercer vos talents une partie de la semaine en région. On va dire en province, il paraît que c'est déplaisant. Ça ne me dérange pas. Moi, dans le bocage, on est très bien. Mais juste les en Vendée, exactement. La différence, c'est que ce sont les distances. C'est-à-dire qu'en fait, il faut prendre en considération la vitesse du déplacement, mais il y a les distances. Or, de ce point de vue-là, effectivement, je pense que c'est plutôt une mesure prise par des citadins à propos de la France périphérique ou des provinces. Il me semble quand même que l'argument, je dirais, le chantage affectif, qui consiste à dire qu'on veut sauver des vies, alors que un certain nombre d'associations de défense des conducteurs, je pense à la Ligue de défense des conducteurs par exemple, ont démontré qu'il y avait un véritable enjeu sur les infrastructures et sur les personnes qui conduisent et non pas sur la vitesse en elle-même, ce chantage-là est quand même assez troublant parce qu'on sait bien que derrière, je dirais, la mesure sur la vitesse, il y a la machine à sous.
il y a les radars, les bandits manchots, qui vont permettre effectivement de rapporter un certain nombre d'argent, je dirais, si vous respectez la loi, il n'y a pas de sous. À l'État, à la puissance publique. Honnêtement, je suis très dubitatif. Il est bien évident qu'on peut... les voitures officielles commencent à respecter le code de la route qu'elles montrent, voilà. Alors, on va donner la parole. Populiste. On devait donner la parole à Véronique. Mais mettez-vous à la place alors, des mecs. Et ils n'ont plus de train et maintenant tu vas rouler à 80. Vous vous rendez compte pour le rural? C'est terrifiant quand même. Alors, beaucoup de réactions sur Internet. Florence qui nous dit « Je suis pour la limitation à 80 km/h. Cela dit, le gouvernement va encore s'en mettre plein les poches. » Et Nola qui dit « Le gouvernement doit, mais ne fera pas demi-tour sur une mesure qui n'a qu'un seul objectif, engranger des contraventions. » Carmel, je sens qu'on va vous redonner la parole parce que le sujet a l'air... Et One Shot qui nous dit « La limitation 80 km/h n'a-t-elle rien à voir avec la privatisation des radars ?» Alors, à ma connaissance, non, parce que les gestionnaires... non, ce ne sont pas les radars qui sont privatisés, ce sont les contrôles du stationnement, les contraventions de stationnement en ville. Véronique Reissoul, vous n'avez pas encore parlé sur ce sujet. Eh bien, écoutez, comme vos internautes qui nous suivent là, les internautes en parlent beaucoup. Vous me demandiez tout à l'heure à quoi peut servir les réseaux sociaux. Bien, déjà, à écouter l'opinion. Ça fait un moment que ce signal faible monte. Les Français qui s'expriment sur les réseaux sont mécontents. Ça ne leur plaît pas. Alors, au début, ils râlaient aussi parce qu'ils disaient que ça n'avait pas été annoncé, ce n'était pas une mesure que Emmanuel Macron avait annoncée pendant la campagne. Aujourd'hui, il l'attribue clairement et nettement, ça rejoint votre propos de ce début de cohabitation, ils disent clairement c'est le Premier ministre, mais pour autant, ils ne sont pas contents. D'abord, pour beaucoup, ils disent quand on est obligé d'utiliser sa voiture, on va être pénalisé. Ils y voient pour beaucoup un sujet pécuniaire, ne vous en déplaise. Ils se disent que c'est une façon de. Ils voient un clivage entre Paris et la province, et ils ne le disent pas province, mais la réalité des villes et des champs, c'est souvent comme ça qu'on le lit. Et puis, ils font des amalgames aussi avec l'augmentation du prix du gasoil, avec la complexité, la difficulté aujourd'hui de se déplacer dans certains territoires. Bref, globalement, on va dire qu'ils ne se sont pas contents du tout et qu'ils soient à droite, à gauche, neutre. Voilà, ce n'est pas du tout un sujet qui convient. Et l'autre point qui ressort souvent, c'est la notion de pédagogie. Ils ont l'impression qu'on les infantilise. Ils ont compris, mais que voilà, il faut arrêter de leur lister les mesures, leur expliquer que. Enfin, voilà, bref, ça ne leur plaît pas du tout. Ce qui est amusant, c'est que s'ils ne veulent pas que ça soit dans l'argent, c'est l'argent qui rentre dans les caisses de l'État, ils n'ont qu'à respecter les 80 km/h. Oui. Il n'y aura pas de PV, il n'y aura pas d'argent. Et après, un élément plus politique cette fois-ci, ce qui est très intéressant par rapport à ce que vous disiez sur ce signe faible. D'augmentation comme ça, on ne sautera pas de tranche d'impôt. On peut aussi tout freiner dans la fiscalité. Voilà. Bon conseil de Carmel. Ne demandez pas d'augmentation, vous risquez de sauter les tranches d'impôt. Donc voilà. À Matignon, ils considèrent que ce sujet... Ce n'est pas le sujet prioritaire des Français. Ils pensent que c'est surestimé à la fois par les médias et que c'est évidemment instrumentalisé par l'opposition. Ils pensent plutôt que c'est l'histoire du diesel, qu'au fond, l'augmentation du diesel est plus problématique parce que, ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'effectivement, en province, dans les régions, les gens prennent beaucoup la voiture, ils n'ont pas tellement d'autres solutions et qui font des longs trajets. Et que, du coup, là, l'augmentation des prix à la pompe, l'augmentation des taxes sur le diesel a plus pénalisé les gens. Du coup, effectivement, le sujet de l'amalgame financier, c'est qu'on lit souvent qu'ils disent du coup, on va être obligé de prendre l'autoroute. L'autoroute, ça coûte cher, donc ça pénalise de nouveau notre portefeuille. Enfin, c'est un sujet pécuniaire bien au-delà de simplement un sujet d'amende en soi. C'est qu'ils disent, voilà, être automobiliste aujourd'hui, ça coûte de plus en plus cher. Et quand on habite dans les territoires, la réalité, c'est qu'on a besoin de sa voiture pour se déplacer. J'ai quand même un point d'inquiétude. Le contrôle routier, ce serait quand même des radars qui devront contrôler si on est 80. C'est sur les routes où il n'y a pas de séparation, c'est-à-dire quand même des routes d'un réseau extrêmement rural au campagnard. Je suis déjà inquiet pour le statut des radars qui vont être posés là. Je pense qu'il faudra mettre un gendarme devant chaque radar parce que je pense qu'il y aura des mesures de rétorsion du peuple en colère et je pense qu'il y aura quelques radars qui seront attrapés au lasso ou tagués. Voilà, ils pourront peut-être recycler les portiques de l'écotaxe pour les transformer en radars. Très bonne idée. Je ne sais pas si c'était sur ces routes-là. Voilà, c'est plutôt sur les grands axes. Avec la photo de Ségolène Royal qui vous montre cette Carméus, l'idée qu'il y ait un peu de friction entre Matignon et l'Élysée sur ce sujet-là, c'est confirmé, ça vous paraît crédible? C'est pas complètement confirmé. C'est crédible parce que effectivement, c'était pas dans le programme d'Emmanuel Macron. C'est Édouard Philippe qui s'est emparé le premier. Édouard Philippe s'en est emparé. Alors, il s'en est emparé parce que le sujet prévention routière est un sujet de Matignon. On s'est focalisé sur le 80 km/h, mais il y a beaucoup d'autres mesures comme l'interdiction d'envoyer des SMS, de téléphoner au volant. Enfin, il faut savoir que la vitesse, ce n'est pas le facteur principal, c'est le facteur aggravant.
Exactement. Mais donc que il vaut mieux être 100% des accidents que sur la question. Oui, mais ils le sont aussi sur d'autres choses. Après, on s'est focalisé là-dessus. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a pas mal de ministres qui ont fait remonter un certain nombre de colères de concitoyens sur cette idée des 80 km/h. Des ministres en général proches du président de la République. Et on sait dans le milieu journalistique que jusqu'à présent, l'Élysée assumait ou couvrait un peu la mesure. Et maintenant, on renvoie, quand il y a une interrogation, on renvoie sur Matignon. Autrement dit, la patate chaude, vous la gérez tout seul. Et alors, One Shot, qui nous suit avec beaucoup d'attention, nous dit la privatisation des radars mobiles existe bien. C'est en essai depuis 2017. Eh bien, merci de cette information. Et puis Daniel nous dit, pourquoi ne pas moduler la limite des vitesses autorisées en fonction de la configuration de la route? Eh bien, permettez-moi de vous dire, cher Daniel, que je suis d'accord avec vous. Et ça existe déjà. Oui. Sur certaines routes de Normandie, quand vous partez de Paris et que vous allez à Alliance-la-Forêt, par exemple, vous avez une route qui est à 90 km/h et sur certains tronçons, quand il y a notamment des croisements, vous passez à 70 km/h. Oui. Non, je dis si jamais ça concerne certaines... Donc ça veut dire qu'il faut adapter la vitesse en fonction de l'infrastructure. Et or, c'est le problème de la qualité de l'infrastructure, de la dégradation des routes et de leur entretien qui est posé. Avant tout, la vitesse. Avant la vitesse. On continuera quand même, je rassure l'industrie automobile, on continuera quand même à fabriquer des voitures qui roulent à 130, 140 et 160, ce qui est quand même une... Et à aller à Alliance-la-Forêt, qui est l'un des plus beaux villages de France. Voilà. Patriote 94 nous dit on avait le meilleur réseau routier, et là, ça se dégrade fortement. Voilà, on peut penser que malheureusement, l'argent des amendes n'ira pas à la restauration des routes. Je vous propose de parler d'un autre sujet. La droite, les Républicains, doivent-ils faire alliance avec le Front National? Il y a certaines voix un peu isolées, comme celle de M. Mariani, par exemple, qui disent oui, les Républicains devraient faire alliance. Il y a les résultats de l'élection italienne, il y a 10 jours, où il y a eu une coalition entre Silvio Berlusconi et la Ligue, qui sont un peu les équivalents peut-être des Républicains et du Front National là-bas. Nous avons sondé les Français sur ce sujet. Avec nos amis de Doxa, pour Dentsu Consulting et Le Figaro. Qu'est-ce qui ressort de ce sondage, Véronique Reissoul? On va dire que ce qui ressort, c'est que globalement, pour l'ensemble des Français, ils trouvent que cette alliance n'est pas une bonne idée, on va dire 7 Français sur 10. Mais évidemment, la posture n'est pas la même tout à fait, que vous soyez un sympathisant Les Républicains ou un sympathisant Front National. Et les sympathisants du Front National n'y seraient pas totalement opposés, 55% seraient même plutôt d'accord. Par contre, les sympathisants Les Républicains sont de loin beaucoup moins favorables, avec seulement 33% d'entre eux qui disent oui, ce serait une bonne idée. Alors après, ce que ça veut dire en soi, c'est qu'on peut imaginer que les sympathisants du Front National se disent que finalement, ils ont plus à y gagner qu'à y perdre, ce qui n'est pas le cas des Républicains. Donc, bon, on va dire que ça a évolué, parce qu'il n'y a encore pas si longtemps, les sympathisants du Front National étaient opposés à cette idée. Et après, quand on regarde qui serait perdant pour les uns et les autres, entre Marine Le Pen et Laurent Wauquiez, finalement, celui qui gagnerait, c'est M. Macron. C'est lui qui profiterait de cette affaire, avec 43%. Voilà, ça serait lui le gagnant de ce rapprochement. Madame Le Pen à 37%, et le grand perdant, c'est M. Wauquiez qui ne gagnerait qu'à 19%. Donc les uns et les autres considèrent que cette alliance n'est pas forcément une bonne idée pour les Républicains, mais sans doute pas si inutile pour le Front National. Alors, je sais que Marine Le Pen, lors du congrès de son parti, a fait un peu des appels du pied à la droite pour des alliances possibles. Écoutez la réponse que lui faisait ce matin Valérie Pécresse, la présidente Les Républicains de la région Île-de-France. C'était chez nos confrères d'RTL. Marine Le Pen essaye de faire parler d'elle, et pour moi, c'est porte close à toute alliance avec le Front National. Je crois que la position des Républicains doit être claire, nette, précise, porte fermée à toute alliance avec le Front National, point final, avec le Front National et ses affidés. Alors les affidés, on va en reparler, mais pour rester sur le Front National, Karl Meeus, ça vous paraît la meilleure position possible, en tout cas pour les Républicains ? En tout cas, le sondage est cohérent avec un autre sondage, vous vous souvenez, qu'on avait passé dans le Figaro Magazine au moment de l'élection de Laurent Wauquiez, qui montre, ça montre que les sympathisants des Républicains sont constants, au fond, depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Ils ne veulent pas d'alliance parce que finalement, ils savent bien deux choses. Un, que si on se réfère à l'histoire, quand François Mitterrand s'allie avec le Parti communiste, c'est au moment où le Parti socialiste commence à prendre le dessus sur le Parti communiste. Donc quand on s'allie avec quelqu'un, c'est plutôt dans un intérêt stratégique quand on est plus fort que lui pour pouvoir l'avaler ou en tout cas le dépasser. Et le deuxième élément, c'est que les militants, les électeurs se souviennent aussi qu'en 2007,
celui qui a réussi à faire baisser le Front National, c'est Nicolas Sarkozy, et il n'a pas passé d'alliance. Il n'a pas passé d'alliance, il a parlé aux électeurs. C'est vrai, les circonstances ne sont pas les mêmes, mais il a parlé aux électeurs du Front National. Il a pu en séduire un certain nombre, tout en gardant l'électorat centriste. Et c'est là la difficulté pour Laurent Wauquiez, c'est d'avoir ces deux éléments. Guillaume Bernard, vous connaissez bien ce sujet, vous avez même écrit un livre dessus. Voilà. C'est un peu un sujet sur lequel je travaille depuis quelques temps. Donc je crois qu'il y a au moins 2 points, et on verra dans la conversation si j'ai le temps de caser le troisième. Le premier point, c'est que certes, on s'aperçoit que les sympathisants des partis ne sont pas forcément favorables ou d'une manière peu majoritaire à cet accord, mais lorsque l'on présente des idées ou des points de programme en aveugle, c'est-à-dire lorsqu'on présente des mesures, eh bien, il y a une convergence complète des électorats du Front National et de LR, c'est-à-dire lorsqu'on n'estampille pas une mesure par une étiquette politique, en fait, ces électorats convergent. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, la question se pose de savoir est-ce qu'il y a alliance ou pas. Mais la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il faut la faire. La question, c'est est-ce qu'il est possible de ne pas la faire. Parce que la stratégie de Laurent Wauquiez, c'est de refaire la ligne Buisson de 2007, c'est de siphonner le FN. Mais qu'est-ce qui fait que le FN est siphonné en 2007 ? C'est que l'électeur du Front National se dit, certes, tout ne me convient pas chez Sarkozy, mais au moins une partie de mes idées vont arriver au pouvoir. Et donc, par conséquent, il se dit, je vais permettre à Nicolas Sarkozy de gagner de la même manière que l'électeur PC avait choisi de voter pour Mitterrand, parce qu'une partie de ses idées allait arriver au pouvoir. Or là, Laurent Wauquiez ne peut pas arriver tout seul au pouvoir, même en siphonnant, même en admettant qu'il siphonne le Front National. Et donc, par conséquent, il n'y a aucune raison que les électeurs du Front National basculent vers Laurent Wauquiez, si, eh bien, simplement parce que LR n'est pas capable d'arriver seul au pouvoir. Donc, la stratégie de Laurent Wauquiez aujourd'hui, de reproduire la ligne Buisson, elle est vraisemblablement vouée à l'échec. C'est promis, on reviendra vers vous pour le troisième point. Ouais. Perico Légas, votre point de vue ? Il ne s'agit pas de savoir si elle va se faire ou pas, mais quand. C'est inévitable. C'est mathématiquement et stratégiquement inévitable, parce que, si on posait d'abord la bonne question, quel républicain et quel Front National ? D'abord, c'est le Rassemblement National. Alors qu'on me dise, tant qu'il y aura le mot Marine et Jean-Marie Le Pen, là, il y a un blocage, ils incarnent une fracture qu'on ne peut pas franchir. Mais Marion Maréchal, elle va arriver très vite, avec une autre doctrine, une autre dialectique. C'est une droite. Aujourd'hui, le paysage s'est recomposé, puisque Macron a réinventé un centre gauche-droite qui n'existait pas. Donc il faut. René Raymond nous manque terriblement, parce qu'il nous aurait donné la définition. On va avoir une gauche un petit peu radicale. Là, le pauvre PS, il est en train de disparaître, donc il ne va plus y avoir de gauche social-démocrate. Bon, on va voir ce que ça donnera. Donc, il va y avoir, la droite bonapartiste, républicaine, conservatrice, va se reconstituer. C'est le temps d'une évolution. Le parti Le Peniste est en train de disparaître dans son côté diabolisé. Il se dédiabolise tous les jours. La droite se radicalise républicaine vers des valeurs plus républicaines pour conservatrices. La convergence, elle est inéluctable. Le tout est de savoir combien de temps ça va prendre. Et ils n'ont pas le choix face à ce que Macron est en train de faire, à moins, et ça serait catastrophique, que Macron échoue. Et là, tout ce qu'on est en train de dire serait faux, les extrémismes reprendraient du poids. Mais si Macron se maintient, il faut une vraie droite conventionnelle, traditionnelle, et l'axe qui s'appelle aujourd'hui Wauquiez, Marion Maréchal, se constituera sous une forme ou sous une autre. C'est totalement inévitable. C'est mathématique. Ah, je suis impressionné parce que c'est le mouvement d'extrogir sans que vous l'ayez lu. Alors, je suis impressionné. Vous avez tout compris. Je crois qu'effectivement, il y a de ça. N'oublions pas une chose, c'est que Macron a démontré que les Français n'étaient pas attachés au parti politique. Il n'y a qu'à voir l'état du PS. Autrement dit, quand on dit est-ce que Wauquiez doit s'allier à Marine Le Pen, est-ce que LR doit s'allier avec le FN ? Mais le problème n'est pas là. Voilà. Le problème est que si l'offre politique de droite est défaillante, elle sera remplacée de la même manière que le PS a disparu, et ça sera remplacé par une droite alternative qui se recomposera au dépit ou sans ces partis politiques tels qu'ils existent aujourd'hui. Sans oublier que les électeurs du Front National, ils viennent de cette famille-là. Hein. Ils ne sont pas nés par génération spontanée. Ils viennent en partie de la gauche, en partie de la droite. C'est leur ancien peuple. Donc que ces gens-là un jour refusionnent parce qu'ils auront trouvé des valeurs communes exprimées de façon acceptable dans un contexte politique assaini, c'est quelque chose, à mon avis, qui est fort probable. Il y a une autre question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il peut y avoir une espèce de sas ou de plus petits dénominateurs communs entre le Front National et les Républicains. Ça pourrait être, par exemple, le mouvement Debout la France, celui de Nicolas Dupont-Aignan. On se souvient que Dupont-Aignan est un ancien des Républicains, mais qu'il avait fait alliance avec Marine Le Pen pour la présidentielle. Et lui, il est très favorable à ce que tout le monde se réunisse. Regardez ce qu'il en disait il y a quelques jours chez nos confrères de BFM TV.
Je suis convaincu que les 10 500 000 électeurs qui ont voté au second tour Marine Le Pen, je suis convaincu que les millions d'électeurs qui n'ont pas voulu voter pour elle, mais qui n'étaient pas pour Macron, attendent de la part des leaders de droite, de Laurent Wauquiez, de moi-même, de Marine Le Pen, l'union sur un beau programme commun, sérieux, crédible. Carl-Meus. La difficulté pour Nicolas Dupont-Aignan, c'est qu'il est tenu en lisière aujourd'hui. Le fait qu'il ait cassé le mur entre ce qu'on appelait les partis républicains et le Front National au second tour de l'élection présidentielle fait qu'aujourd'hui, il est tenu en lisière et qu'il ne bénéficie pas encore, d'ailleurs, de l'alliance qu'il a pu passer avec Marine Le Pen, puisque finalement, chacun est retourné dans son camp tout de suite après. Il y a eu le débat entre-temps. Parce qu'il y a eu, notamment, il y a eu le débat. Qui a démonétisé en quelque sorte Marine Le Pen. Donc le gros enjeu pour lui, dans quelques mois, c'est de savoir ce qu'il va faire aux élections européennes. Est-ce qu'il ose se lancer, comme il avait fait au régional, où au fond il n'avait pas obtenu un mauvais score dans certains coins, il avait fait jusqu'à 5%, ce qui était pas mal. Aux européennes c'est plus compliqué, mais à ce moment-là, aux européennes il peut faire office de sas. Alors, quelques points de vue. Nul n'est prophète en son royaume, mais je pense que le petit parti de vous, la France, du petit Dupont-Aignan qui n'est jamais arrivé, il est porteur de la bonne dialectique. Là, vraiment, je pense que c'est ce que, en tout cas, 60% des Français au premier tour de la présidentielle, entre les 20 de Le Pen, les 20 de Mélenchon, les 20 de Fillon, il y avait cette aspiration à un rejet d'un système Mélenchon, qui voulait... vous mettez dans le même Je mets, sac. oui, des gens qui disent on voudrait une France souveraine, qui retrouve son indépendance et la souveraineté populaire, avec en commun un programme. Il n'y a plus de droite, il n'y a plus de gauche, c'est pas vrai. Alors il y aura toujours des gens d'extrême droite, des gens d'extrême gauche, mais il y a une majorité des Français aujourd'hui, et on les voit tous les jours, qui disent on laisse quitus au président Macron, pourvu qu'il y arrive. Bon, c'est une formule comme une autre. Il est minoritaire dans le pays. L'Assemblée nationale est représentée, le groupe La République En Marche, c'est 14,87% des inscrits. Donc il n'a pas la majorité. Donc il fait ses preuves. S'il ne fait pas ses preuves, il y aura une reconstitution à gauche et à droite de grands blocs avec des projets très clairs et très simples. Je vais donner la parole à Guillaume Bernard, mais avant, je voudrais la donner à nos internautes, car cette émission est interactive, vous le savez, et ce n'est pas une promesse en l'air. Patriote 94 nous dit non, il ne faut pas d'alliance, car la droite LR est trop éloignée du FN économiquement. Joseph nous dit la droite est obligée de faire alliance, sinon la victoire est garantie à la gauche en permanence. Et encore plus après le départ des centristes. Florence nous dit « Je comprends que les Républicains puissent être blasés quant à l'évocation de diverses mesures, mais surtout pas d'alliance avec le FN. » Christine nous dit « Cette alliance serait surtout intéressante pour Macron. » Quant à Patriote 94, décidément très inspiré, il nous dit « Le seul espoir de rapprochement est Marion Maréchal Le Pen, mais elle est encore trop jeune. » Guillaume Bernard. Je crois que la limite de la démarche de Nicolas Dupont-Aignan, c'est qu'en fait, il continue à raisonner en termes d'appareil. Grosso modo, il dit, puisque je suis entre les deux, je peux rallier tout le monde. Sur un programme commun, il dit. Sur un programme commun. Et c'est là où on en arrive. On en revient à la question, justement, de la plateforme commune, c'est-à-dire à ces idées qui, si elles sont présentées sans étiquette politique, rassemblent l'électorat de droite. Effectivement, moi je crois qu'on en est aujourd'hui au débat entre les alliances entre formations politiques. L'avenir de la droite, elle est dans la recomposition, mais au-delà des partis politiques tels qu'ils existent aujourd'hui. Et effectivement, tout le monde pense à la figure de Marion Maréchal Le Pen, mais il peut y en avoir d'autres qui peuvent émerger. Ça, l'incarnation du courant politique, on ne sait pas ce qu'il sera. Mais tant que la droite ne se réorganise pas pour repousser Macron à gauche, eh bien, elle est incapable de gagner. Donc, c'est ce que dit Thierry Mariani. S'il faut décloisonner, c'est parce que la droite a envie de retourner au pouvoir. Si elle ne veut pas y retourner, elle ne décloisonne Thierry pas. Mariani, qui est lui-même républicain, est favorable à une alliance. Véronique Ressoult, c'est des histoires de gens d'appareils politiciens ou ça intéresse un peu les Français sur les réseaux sociaux? Oui, ça les intéresse, mais là où je vous rejoins, c'est que c'est la première fois qu'on voit, il y a ce fameux, on va dire, bienveillance attentiste autour de Macron. Et en fait, c'est la première fois que le mot « résultat » est autant associé à un gouvernement. C'est-à-dire qu'on sent que voilà, les gens ils ont surtout envie que ça fonctionne. Donc, on l'appelle comme on veut, mais la réalité, c'est qu'ils disent, voilà, on attend des preuves, on attend des résultats. Ils commencent à s'impatienter sur les résultats, mais
Ils disent on attend les résultats et c'est en fonction de ces résultats que les choses vont bouger et sans doute au-delà d'une logique de parti, parce qu'on va mettre de côté les militants qui sont quand même des gens un peu particuliers, qui s'expriment de façon particulière. Surtout ceux du PS. Alors, voilà, mais globalement, les militants ont une façon Macron, forcément très engagée de s'exprimer, donc il faut toujours regarder les volumes et ce qui se dit au-delà des militants, parce que le militant, par essence, il s'exprime sur... Le militant, il milite. Le militant, il est en chapelle. Voilà. Mais quand on regarde les sympathisants, là, c'est plus intéressant, parce que le sympathisant, il bouge, il se pose des questions, il évolue, et il ne se sent pas attaché à un parti. C'était pas au thème de cette semaine, mais enfin, Le Foll était très majoritaire dans les sympathisants et les électeurs socialistes, et il s'est fait... Et là, la grande coalition de Macron, c'est l'alliance ou le rapprochement MRP et SFIO sous la 4e République, tout à fait. qui, confronté ou ayant prouvé son impuissance, alors c'est vrai dans des circonstances particulières, etc., mais qui, montrant son impuissance, a été balayé, et en plus le régime avec. Voilà. Donc évidemment, si Macron ne réussit pas aux yeux des Français, évidemment, la droite peut revenir au pouvoir. Il y aura un phénomène de Gaulle. Il y aura un phénomène de Il y aura quelqu'un qui viendra, et des forces nouvelles n'ont pas encore donné, mon cher. Pendant qu'on en est aux comparaisons historiques, il y a une question intéressante de Nicole à laquelle pourrait peut-être répondre Karl Meus. Pourquoi la droite qui s'allie au Front National serait un scandale, alors que l'extrême gauche et la gauche, non. Le PC a déjà été lié au PS, c'est vrai, et a priori, ça ne déclenchait pas les mêmes réactions indignées, de morale, de la classe politique. Tout à fait. C'est une des particularités de notre pays, c'est qu'effectivement, le Parti socialiste s'est allié avec le Parti communiste, et ça n'a rien provoqué comme effroi. Il faut dire que Jean-Marie Le Pen a tout fait pour empêcher que ces alliances se fassent avec des calembours, des jeux de mots et des blagues douteuses et antisémites, qui ont fait que même ceux à droite qui voulaient éventuellement s'allier avec lui ne pouvaient pas. Donc, il y a un moment où on s'est dit, avec Marine Le Pen, sa fille, ça va pouvoir évoluer, et puis ça n'a pas pu évoluer, parce que cette fois-ci, sur le programme économique, c'était totalement antinomique, parce qu'il faut se rappeler quand même que quand on entend le congrès du Front National, on a l'impression qu'elle a effacé tout ce qu'avait fait Philippot, mais voilà, c'était la sortie de l'euro, c'était la retraite à 60 ans, c'était un programme économique qui ne pouvait pas plaire à la droite. Le fait est quand même, en 2 secondes, et je mets les pieds dans le plat, mais ça a été un des grands mystères de la vie politique française. Le Parti socialiste était associé à un parti communiste qui soutenait l'Union soviétique, Georges Marchais, 10 ans depuis Moscou, c'est le bilan globalement positif, un parti qui avait malgré tout du sang sur les mains, c'est quand même un parti stalinien, voilà, et c'est passé comme une lettre à la poste, c'était très bien. Pour l'instant, le Front National, on peut leur faire tous les procès d'intention qu'ils veulent, ils ont tué personne, et ils ont été complices d'aucun génocide. Un dernier sujet plus léger, plus culturel en tout cas, les livres. Le Salon du Livre a ouvert ses portes. Le Figaro Magazine vous propose ce week-end un entretien passionnant, je le dis, je ne suis pas complètement objectif, mais je pense que c'est vrai, sinon je ne le ferais pas, entre le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, et Bernard Pivot, le célébrissime animateur d'Apostrophe, sur le bonheur de la lecture. Est-ce que c'est un bonheur qui va se perdre? Est-ce qu'il n'y a plus que les privilégiés qui vont continuer à lire quand on voit la place que prennent les écrans dans nos vies? Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète, Véronique Reissoult? Alors non seulement ça ne m'inquiète pas, peut-être sur les nouvelles générations, et on en parlera, mais sur les réseaux sociaux, par exemple, il y a toutes les semaines un hashtag qui est la date du jour, lecture. Donc aujourd'hui, je regardais, en trending topic, vous avez vendredi lecture. Et en fait, les internautes, ils partagent des tas de bonnes idées, de trucs. Oui, mais ça peut sembler anecdotique, mais c'est un sujet. C'est pas à vous, je donne une pas à cause de vous, je pense. Et après, l'autre chose qui est assez intéressante, il y a plein de choses dans la tête du Péricole. C'est un tellement grand sujet, c'est pour ça. Il nous tient très à cœur. Je vais parler vite pour laisser la parole. Allez-y. Et après, l'autre chose qui est assez intéressante, c'est que vous avez dû voir, il y a des tas d'endroits où aujourd'hui, on pose des livres, on les échange. Et sur les réseaux, il y a plein d'endroits où on vous dit, tiens, voilà un endroit où il y a tel et tel bouquin, on les pose, on les échange, on découvre des livres qu'on n'aurait sans doute pas achetés, pas que pour une raison pécuniaire, mais simplement parce que ce n'était pas l'idée qu'on aurait eue naturellement. Donc oui, il y a un courant, une curiosité. Après, c'est un sujet de temps, on va dire, de cerveau disponible, de temps tout simplement en soi. Et là, pour le coup, effectivement, les écrans, et ce n'est pas les réseaux sociaux, c'est globalement la digitalisation, elle bouffe pas mal de temps. Voilà. Cette couverture du Figaro Magazine égaye mon week-end, mon cher Guillaume. Merci. J'avais peur que vous nous mettiez le énième épisode de Johnny. Merci d'avoir M. Blanquer et M. Pivot, qui sont l'honneur de la France l'un et l'autre. Il n'empêche qu'ils mettent le doigt, et cette interview, sur une chose drame. Il y a un abêtissement, une acculturation de notre société. La lecture devient de plus en plus difficile. Le langage numérique, la profusion des écrans,
l'éducation nationale, qui est une machine à fabriquer des crétins dans beaucoup trop de cas, je ne dis pas toujours, fait qu'aujourd'hui, la lecture est devenue quelque chose de fastidieux, de compliqué. Les jeunes ne comprennent pas la langue, les livres s'entassent et quand ils rentrent dedans, c'est une épreuve. Aujourd'hui, les gens qui se mettent à lire disent c'est compliqué, on ne comprend pas ce qu'il y a dedans. Parce que la langue est faite, parce que c'est le néolibéralisme qui fait qu'on va dans la grande distribution, qu'on mange des choses, qu'on écoute des spots de pub. Tout est à l'abêtissement, tout est à l'appauvrissement culturel de cette grande nation littéraire qu'est la France. Donc, effectivement, s'il y a une grande mission, bien plus urgente que les 80 km/h, c'est de réapprendre, pour moi, les Français à manger et surtout à leur réapprendre à lire, et le goût de la littérature qui est quand même l'essence de l'âme culturelle française. Et Jean est sûrement d'accord avec vous, lui qui nous dit « Non, ce n'est pas un plaisir de privilégier que de lire, c'est même une des manières les moins chères et les plus simples pour se cultiver et apprendre. » Guillaume Bernard, je suis sûr que vous êtes d'accord avec cette assertion, mais oui. Est-ce que vous êtes inquiet pour la lecture? Vous avez des étudiants que vous fréquentez? Oui, ce que je rappelle aux étudiants, c'est que quand on veut faire des études supérieures, il faut que la lecture ne soit pas une contrainte, parce qu'il faut aller au-delà de son cours, il faut aller compléter ses notes de cours par des lectures. Et c'est ça qui est inquiétant. Bien sûr, il y a le contenu de ce qui est lu, c'est-à-dire qu'effectivement, franchement, passer du temps sur les réseaux sociaux, c'est pas nécessairement très enrichissant par rapport à un roman de Balzac ou de qui vous voulez. Et puis, il y a effectivement le fait qu'ils n'ont plus l'habitude, ou plus autant qu'avant, je dirais, de se concentrer sur une lecture longue. Il y a le contenu, et puis il y a la durée de la lecture. Et on est passé à une lecture zapping, c'est-à-dire qu'on le voit bien, parfois il y a des commentaires sur les réseaux sociaux où les gens commentent le titre de l'article, sans avoir lu l'article, le chapeau. Ça, c'est quand même extrêmement inquiétant de ce point de vue-là. Mais oui, je suis d'accord avec notre internaute. Honnêtement, un livre, ça coûte moins cher qu'une tablette. Hein. Vous savez, il y a un chiffre qui est édifiant pour ça sur les réseaux sociaux, qui est quand vous avez sur 9 tweets qui sont avec un lien vers un article ou on va dire quelque chose à lire, il n'y en a qu'un seul sur lequel ça a été cliqué et il a été retweeté 9 fois. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 9 personnes sur 10 qui retweetent quelque chose qu'ils n'ont pas lu. Karl, vous qui êtes un habitué de Twitter, rappelez-nous votre nombre de followers, même si ça me vexe un peu. Vous avez combien de personnes qui vous suivent sur Twitter? 42 000 et quelques. 42 000. Et vous pensez que ces gens-là, il leur reste du temps de lire une fois qu'ils vous ont suivi? Oui, parce qu'ils lisent ce que j'écris, parce que je fais comme a dit Véronique Reitout, moi je mets toujours des articles, et notamment la Une du journal aussi. Non, il faut espérer qu'ils le lisent. Ouais, mais s'il y a un seul livre peut-être à leur conseiller politique, c'est le livre d'Édouard Philippe, Des hommes qui lisent. Parce que dans les premières pages, il raconte qu'au départ, il était un jeune garçon qui n'avait aucun goût pour la lecture et qu'il a été forcé à lire et qu'il a pris beaucoup de plaisir et qu'ensuite, ça l'a ouvert à d'autres livres. Et donc, ce n'est pas réservé à des privilégiés, c'est réservé à des gens qui ont la curiosité. Il y a deux symboles quand même. Le tweet est devenu le pamphlet et 10 000 exemplaires est devenu un best-seller. C'est quand même une photo assez angoissante de la situation. Et vous savez quel est le nombre de followers de M. Pivot? Je vous invite à regarder de temps en temps. Près d'1 million, non? Non, 100 000. 100 000, pardon, c'est un peu approximatif. Mais 100 000 pour Pivot, ça va un million. Non, mais ces tweets sont vraiment toujours délicieux. Quoi. Mais c'est vrai que le problème de la lecture est inquiétant parce que, on le sait bien, c'est grâce à la langue, grâce à la complexité de la langue que l'on peut véritablement penser. Et par conséquent, l'appauvrissement du vocabulaire que l'on a, appauvrit la pensée et souvent conduit, je dirais, à un ensauvagement, c'est peut-être un peu excessif, mais je dirais à du comportement. C'est-à-dire, plus le stock verbal est important, plus l'on sait, je dirais, que les relations sociales sont apaisées. Or là, c'est un vrai souci. Le président de la République, qui n'était pas de grand lecteur, je ne vais pas citer de nom, n'ont pas laissé de grands souvenirs dans la vie de la République. Ceux qui étaient cultivés, comme Georges Pompidou, ont laissé un souvenir aux Français un petit peu plus important que les les 3 autres. Voilà. Alors, si vous allez sur Facebook, moi j'ai un endroit à vous recommander, c'est le club de lecture du Figaro. C'est un club dans lequel on partage les passions et les goûts littéraires des internautes. Dans cette interview croisée entre Pivot et Blanquer, Perico Légas, il y a la réhabilitation de la dictée. La dictée, c'est un plaisir d'adulte, non? Moi, je n'ai pas de très bons souvenirs, pour être franc, des dictées. La dictée, c'est un passage obligé pour s'approprier la langue française. Parce qu'effectivement, dans la dictée, il y a un petit côté concours. Combien on va faire de fautes, mais c'est un repère simple pour les enfants. C'est un élément fondamental et c'est un instrument de mesure
pour l'enseignement de savoir où en est le niveau des enfants. Bien sûr qu'il faut rétablir des fondamentaux anciens qui sont aujourd'hui considérés comme archaïques et conservateurs, la dictée, la composition, voilà, la grammaire, l'orthographe et surtout la méthode, voilà, la fameuse méthode syllabique. Voilà, on a fait des ravages, on a vraiment détruit un patrimoine culturel qui était important. Je rappelle seulement que dans l'histoire de France, les grands personnages, que ce soit des héros militaires, des héros culturels ou des héros politiques, qui sont sortis d'un milieu modeste très faible et qui sont devenus de grands personnages, ils l'ont fait par la lecture. Parce que la lecture, elle est à la portée de tous. Et le nombre de gens qui disent « j'étais pauvre, mais à la lumière du four de mon père », je pense au général Drouot, qui disait « grâce à la lumière du four de mon père, j'ai pu lire » et il a passé ses examens. Donc la lecture est la clé par laquelle les gens de modestes origines et les pauvres peuvent accéder un jour aux responsabilités les plus hautes. Alors, je ne vous ai pas prévenu avant, donc je vous prends peut-être un petit peu de cours, mais si vous avez un livre que vous êtes en train de lire en ce moment et que vous avez envie de recommander à nos internautes, lequel serait-il? Et pour vous laisser quelques secondes, je commence par ma petite personne. Je suis en train de lire l'Histoire de France de Jean-Christian Petit-Fils, qui est un livre qui part des enfants de Charlemagne jusqu'à aujourd'hui. C'est absolument exceptionnel, c'est merveilleusement bien écrit et c'est très agréable. Guillaume Bernard, vous avez un livre à recommander? Alors, je ne sais pas si je dois le recommander, mais enfin, en tout cas, celui que je lis en ce moment, c'est Les Mémoires de Jean-Marie Le Pen, mais parce que c'est pour travailler. Donc, voilà. Mais en l'occurrence, je travaille, donc je ne suis pas là. Mais sinon, je vous recommanderais de lire des ouvrages, évidemment, des ouvrages de littérature. Et en particulier, moi, j'aime beaucoup lire du théâtre. J'aime le théâtre de Monterland, par exemple. Véronique, un conseil? Alors moi, en ce moment, je lis à titre professionnel des ouvrages sur les bitcoins et la crypto-monnaie, donc c'est pas tellement excitant. Et à titre personnel, j'ai commencé il y a 2 jours. Non, j'essaie de ne pas m'endormir, mais c'est pas toujours facile. Et sinon, j'ai commencé le livre de Monsieur Lenoir sur Spinoza et qui est, voilà, j'en suis qu'à la moitié, mais c'est très bien. Lenoir. Ouais. Perico Légas. Je me suis replongé dans un chef-d'œuvre qui est la biographie de Saint François d'Assise par Julien Green, qui s'appelle François. La langue, la profondeur, et on voit, Chateaubriand parlait du génie du christianisme, là on voit le génie de la langue française, le personnage d'abord Saint François d'Assise, lui aussi, et la façon dont Julien Green, dans la langue de Julien Green, raconte la vie de ce saint, c'est quelque chose qui vous réconcilie quand même beaucoup avec des valeurs qui sont un peu oubliées aujourd'hui. Bon, Karl, Perico a mis la barre très haut. Très haut. Je la rebaisse un peu, non, mais comme je disais tout à l'heure, je pense qu'il faut, dans les livres politiques, il y a celui du Premier ministre, des hommes qui lisent, parce que c'est... bon, il y a 2 fois que vous le citez. Et oui, parce que j'avais anticipé sans savoir. Ouais. Mais il va revenir à 80 très vite. Il faut passer les passages sur le Havre, la bibliothèque au Havre qu'il a mis, tout ça. Mais voilà, comment il est arrivé les lectures, c'est bien. Sinon, ce que je lis en ce moment, mais là, c'est beaucoup plus ardu, j'ai vraiment beaucoup de mal, c'est Saint-Augustin. Mais c'est à recommander, mais c'est très difficile. Eh ben, bravo, respect. Donc vous avez tout le week-end pour lire Saint-Augustin. Vous avez vu le niveau de l'émission. Voilà, c'est ah oui, mes amis, on n'est pas chez n'importe qui ici. On est dans Point de Vue, c'est la meilleure émission du net et ça revient lundi à la même heure, au même endroit. Merci et bon week-end.